tous et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler allaitement. Donc c'est une vidéo qui est plutôt un témoignage puisque moi je suis sur un allaitement assez long. Ça fait un peu plus de 12 mois que j'allaite mon deuxième enfant Jonas et j'ai pensé que ça serait bien pour les mamans qui projettent un allaitement, qui projettent un allaitement, pas forcément long, mais qui projettent un allaitement, d'avoir une petite idée de ce qui peut se passer, parce que c'est pas chez tout le monde pareil bien sûr, mais de ce qui peut se passer quand on décide d'allaiter un petit peu plus longtemps, voilà, donc sur un an notamment. Quelles sont les différentes évolutions qu'il y a pu y avoir? Je vais avoir 3 axes sur lesquels je vais parler. Je vais parler d'abord du rythme de jour. Je vais parler des étapes de l'enfant qui auraient pu, qui peuvent m'avoir posé question et qui auraient pu être un frein, enfin qui peuvent l'être pour certains, et en tout cas qui peuvent interroger. Et je vais parler du rythme de nuit. Alors le rythme de jour, il faut savoir que chez le nouveau-né c'est fluctuant, chez mon enfant c'était à peu près toutes les 2 heures, il était assez calé sur ça, et vers les 6 mois, c'était un rythme un peu plus soutenu que toutes les 2 heures. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y avait différentes tétées qui étaient groupées le matin. C'était comme ça que je le maintenais un peu plus longtemps au lit pour traîner. J'avais une tétée dans la matinée, j'avais une tétée le midi, j'avais une autre tétée. Donc il était diversifié, il mangeait un peu de solide, donc il tétait avant. Il mangeait un peu de solide et retétait après le repas. Donc j'avais une autre tétée en fin de repas. Ensuite, j'avais une tétée après la sieste à 4 heures. Et on recommençait à partir de 6 heures sur des tétées assez groupées. Il y en avait une vers 6 heures, une autre après le bain 7 heures, repas, une autre après le repas, on jouait un petit peu, une autre tétée avant d'aller en écharpe pour le coucher parce que c'était notre façon de le coucher, et une autre après au sortir de l'écharpe au moment de se mettre au lit. Voilà en gros le rythme qu'il y avait à l'époque. Vers les 8 mois, 9 mois, les tétées après repas ont disparu puisque le repas, je pense, était devenu suffisamment consistant pour pas laisser de place pour faire un petit dessert. Donc il y avait juste la tétée avant repas puis le repas. Et les tétées, alors la tétée du matin, je dirais qu'elle a disparu elle n'a pas complètement disparu, elle peut parfois être nécessaire, mais ça devient beaucoup plus exceptionnel. Ça a commencé à s'estomper vers le 10e mois, et au 11e mois, à ma grande surprise, il a refusé la tétée de 4 heures, donc au réveil de la sieste, qui était pourtant à une époque une tétée hyper importante pour lui, parce qu'en fait c'était la tétée qui lui permettait de finir sa sieste. Donc il sortait de l'écharpe, puisqu'il faisait encore ses siestes en écharpe, il les fait toujours d'ailleurs, il sortait sa tête de l'écharpe comme ça en cherchant le sein, donc hop, vite, je le mettais au sein. Et il finissait sa sieste, qui était parfois juste une dizaine de minutes et qui était parfois carrément 1 heure en plus. Donc c'était une tétée très importante. Et puis est arrivé un jour, du jour au lendemain, où il a plus eu envie de prendre le sein à cet horaire-là. Et depuis, il le prend plus jamais. Je lui propose encore au cas où, je sais même pas si... Il y a peut-être des fois où j'ai carrément pas proposé. Mais en tout cas, ça l'intéresse plus. Là, maintenant, il est plutôt sur un rythme, donc... où il a ses tétées groupées le matin, en général pas de tétée dans la matinée, la tétée du midi, le repas, pas de tétée avant 18h, 18h30, parfois même 19h, donc c'est souvent ce qu'on fait, c'est que c'est un moment en général où on va lui donner son bain, donc du coup il tète, il va dans son bain et au sortir du bain, il a de nouveau un peu envie de téter, donc il retète et puis après on va à table. Voilà notre fonctionnement nous. Et puis après, il retète de nouveau avant d'être en écharpe et après d'être en écharpe. Et après au sortir de l'écharpe. Voilà pour les tétées de jour qui, du coup, à mon sens, sont sur un rythme assez cool. Enfin voilà, matin, petite collation éventuelle pas obligatoire, midi et puis soir, ça reste, je trouve, assez banal. Sur les points qui auraient pu me freiner sur l'allaitement. Alors il y en a 2, les dents et la marche. Les dents, c'était un gros point pour moi parce que j'avais très peur d'avoir mal. Mon bébé, avec ses gencives, tirait sur le téton. Et du coup, je craignais qu'il ne le fasse encore avec des dents et qu'il me décapite le téton. C'était vraiment assez angoissant pour moi. J'étais prête à arrêter brutalement un allaitement à cause de douleurs. Et en fait, donc les dents du bas sont arrivées les premières. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand l'enfant tète, sa langue va se positionner comme ça dessus les dents.
Et du coup, il peut pas mordre en fait, puisque sa langue est entre notre sein et ses dents. Donc si il fermait, il se mordrait la langue. Et nous, ça fait un bon amorti aussi à l'éventuelle sensation qu'on peut avoir des dents. Ce qui fait que ça n'a pas du tout dérangé, mais vraiment en rien du tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon bah finalement, les dents, ça devrait aller. À voir quand même les dents du dessus, puisque les dents du dessus, du coup, ne seront directement en contact. Donc à voir quand même comment ils se positionnent quand les dents du dessus vont arriver. Quand elles sont arrivées, eh bien, alors que des dents de bébé, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au début, surtout quand elles arrivent, c'est assez incisif, surtout pour des incisives. J'ai pas senti du tout de sensation de cisaillement au moment des tétés. Enfin voilà, j'ai rien senti de désagréable, ça m'a tout de suite rassurée. Et j'ai toujours au début eu en tête la possibilité d'un accident. Voilà, où bébé sans faire exprès ferait mal. Je dis pas que c'est pas arrivé, parce que ça a dû arriver une ou deux fois, mais c'était pas une douleur aussi importante que ce que je pensais finalement, parce que c'est pas franc quand bébé fait quelque chose de l'ordre un peu de la morsure. C'est pas vraiment une morsure, il referme peut-être parfois un peu vite, mais moi dans mon quotidien je me sens pas du tout douloureuse au moment de l'allaitement, hein, donc pourtant mon bébé à l'heure actuelle a à peu près 6 dents, voilà, 6, et puis un peu plus si on compte celles qui sont quasiment sorties, qui sont en train de pousser là. Donc c'est vrai que finalement je me suis rendu compte que cette barrière psychologique que moi j'avais était très facile à franchir à partir du moment où on essayait, où on laissait la possibilité à bébé de nous montrer s'il était capable. Et je pense que la plupart des bébés en sont capables. Dans ma tête, il y a une explication très très simple qui est que dans la sélection naturelle de l'évolution de l'espèce, sans doute que les bébés qui, si toutefois ils faisaient mal à leur maman, avaient tendance à être un peu moins mis au sein et donc à être un peu plus fragiles, voire à décéder. Faut voir qu'avant, la mort du nourrisson, c'était quelque chose d'assez fréquent en fait. Donc je pense que par sélection naturelle, les bébés qui faisaient le plus attention au sein de leur maman ont été les bébés les plus nombreux sur la planète, et donc ça fait partie en fait d'une programmation génétique qui fait qu'à peu près tous les bébés font attention au sein de leur maman. Si cela peut vous rassurer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ça à l'époque. Autour de moi, j'ai quand même des gens qui m'ont dit parfois que leur bébé leur avait fait mal. Moi aussi c'est arrivé, je vous dis une fois ou deux. Je pense que c'est surtout un genre de signal, d'appel de maman. Attention, tu es en train de me nourrir, fais un peu attention à moi. Parce que c'est vrai que c'est un moment où notre attention peut quand même être dirigée vers l'enfant, enfin en tout cas il le souhaite, et je pense que c'est important qu'elle le soit un peu. Donc voilà, ça doit dépendre des bébés, ça doit dépendre des contextes, mais si toutefois vous voulez l'allaiter en faisant autre chose, il se peut qu'à un certain âge ça ne lui plaise plus, et que en serrant un petit peu il vous rappelle à l'ordre pour que vous vous réintéressiez un petit peu à lui. Voilà. Deuxième point, donc la marche. Je me projetais pas sur un allaitement aussi long, donc j'avais jamais pensé à allaiter un enfant qui marche. Mais la marche, ça m'effrayait beaucoup moins. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est que votre enfant ne va pas passer du jour au lendemain de l'état de bébé à l'état d'enfant marchand. Il va y avoir tout un tas d'étapes. Donc c'est vrai que ces étapes-là, se faisant très doucement, vous avez beaucoup de temps pour vous habituer à ça. Et vous vous retrouvez avec un enfant qui marche en ayant pris de nouvelles habitudes, éventuellement de nouvelles positions avec votre enfant, qui font que pour vous finalement ça paraît toujours aussi naturel de l'allaiter. Enfin en tout cas pour moi c'est le cas. L'étape la plus compliquée pour moi a été de comprendre, alors je sais plus, je crois que c'était justement vers 8 mois, a été de comprendre que mon enfant préférait téter debout. À partir du moment où il a su se mettre debout seul, en fait il se débattait, et je comprenais pas ce qu'il cherchait à faire. En fait il cherchait à se mettre debout. Il y a eu aussi un petit moment où presque il aurait voulu faire des roulades pendant les tétés, et qu'il aurait fallu que je le suive. Alors là j'ai dit non, c'est pas possible, moi je veux pas faire d'acrobatie. Mais la tétée debout, ok, ça me va. Donc en gros, au début je l'assois,
il prend le sein et puis en général après il essaye de faire glisser ses jambes pour les poser au sol et puis il finit debout et moi je soutiens sa tête et quand il a fini bien il tourne la tête et puis il s'en va et puis je referme. Voilà comment ça se passe à l'heure actuelle et parce qu'il faut savoir que moi mon enfant a marché à 10 mois donc il était assez rapide en motricité donc ces questions de motricité se sont posées assez vite et pour moi il n'était pas du tout question de sevrer parce qu'il avait de la motricité. Voilà pour les éventuelles étapes qui peuvent parfois poser question. Et dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, le point nocturne. Voilà, comment ça se passe en nocturne? Alors chez moi ça se passe pas très bien, je vais pas vous mentir, enfin pas très bien, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que je m'étais pas projetée, c'est toujours une question de ce à quoi on s'attend en fait, hein. C'est toujours ça, le décalage entre ce à quoi on s'attend et ce qui se passe réellement. Moi, on m'avait pas dit que les enfants à l'été faisaient pas forcément leur nuit très tôt. C'est vrai que je trouvais que c'était très très agréable pour un parent de ne pas avoir à se lever la nuit puisque j'étais en cododo et en allaitement, donc avec un nourrisson c'est très confortable pour se reposer puisqu'il est juste à côté, il y a juste à le mettre au sein, on se rendort, en 5 minutes c'est réglé. Sauf que il faut savoir qu'avec cet été nocturne, l'enfant peut assouvir différents besoins et c'est très physiologique, c'est très normal, mais ça ne dure pas que 6 ou 7 mois, ça dure des années. Et ce que j'ai lu en gros, c'est que ça dure en gros 4 ans. Alors c'est pas 4 ans de tétée intensive normalement, on verra, mais en tout cas il y a des réveils nocturnes fréquents chez les enfants de moins de 4 ans. Pour ma part, comment ça s'est passé? Alors, au début, c'était un rythme assez, je pense, assez classique, avec des tétées toutes les 2 heures. Puis ça a commencé à s'espacer, j'ai commencé à avoir des créneaux au 2e ou au 3e mois, des créneaux de sommeil de 5, 6, voire 7 heures d'affilée. Et à ce moment-là, je pensais que j'étais hyper bien partie. Et puis finalement, il a rapproché ses tétées. Et il a réussi à revenir à un rythme de toutes les 2 heures en gros, et puis parfois même à un rythme plus soutenu puisqu'en fait le sein l'aide à enchaîner les cycles de sommeil, l'aide à se rassurer s'il fait un petit rêve, l'aide à avoir moins mal s'il a un truc au ventre ou qu'il a un gaz à sortir, à se soulager si jamais il est un peu gêné par une dent, à se gargariser la bouche s'il a un peu mal à la gorge parce qu'il est un petit peu enrhumé. Enfin voilà, le sein l'aide à tout. Donc c'est à la fois très valorisant pour moi puisque du coup je suis multifonction et c'est formidable, mais à la fois un peu fatigant pour la maman, je le cache pas, à certains moments. Donc voilà, ce que je veux juste dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas un frein pour moi à l'allaitement long, mais que peut-être il faut le savoir. Je pense que les enfants au biberon, du fait qu'on ne peut pas leur donner un biberon toutes les heures, apprennent à fonctionner différemment du point de vue du sommeil et peut-être ont plus de facilité à faire leur nuit que les enfants au sein. Toujours est-il que cela dépend, à mon avis, de la conduite de la maman et de sa capacité à accepter de donner le sein aussi souvent. Une maman qui n'accepte pas de donner le sein la nuit trop fréquemment, qui a l'habitude de dormir loin de son bébé, qui est capable de le laisser chouiner quelques minutes pour voir s'il se rendort facilement, aura peut-être un bébé aussi qui fera ses nuits assez vite, hein, je sais pas. Je pense que ça dépend de plein de paramètres. Les exemples que j'ai dans mon entourage, alors j'ai 2 personnes que je connais qui ont fait un allaitement long. L'une d'elles ne donnait le sein que le matin et le soir. Elle n'avait pas de soucis sur les nuits. Ses enfants ont fait leur nuit à 6 mois. Et l'autre, son enfant a fait ses nuits à 2 mois sur un allaitement, mais elle a recommencé à avoir des réveils à partir de 6 mois à peu près, 5-6 mois, et puis ça a été en alternance. Un coup elle faisait ses nuits sur une période, un coup elle réclamait le sein, un coup elle faisait ses nuits, un coup elle réclamait le sein. Et moi, mon exemple, c'est un enfant qui n'a jamais cessé de réclamer le sein la nuit, qui n'a jamais fait une nuit totale sans le sein, en dehors des 5, 6, 7 heures d'affilée que j'avais eu ponctuellement sur une période, mais sinon là voilà, à l'heure actuelle je n'ai jamais
de temps très long sans le sein, enfin jamais. Ça peut arriver occasionnellement, mais ça reste très occasionnel justement. Voilà, donc maintenant je le sais, avec un bébé d'1 an, sur un allaitement long, on peut être amené à continuer à donner le sein régulièrement la nuit. C'est possible, c'est physiologique, c'est normal, on m'a beaucoup rassurée à ce sujet. Ça n'empêche que ça peut être fatigant. Personnellement, je pense que le cododo me convient encore dans le sens où ça évite que je me lève. Mais sachez qu'on a essayé différentes choses parce qu'à un moment, on avait envie de sortir un petit peu de ce schéma-là. Donc, on a essayé différentes choses qui n'ont pas fonctionné chez nous. Si vous avez un témoignage à ajouter par rapport aux exemples que j'ai donnés là, surtout, allez-y en commentaire. Je pense que ça peut servir à d'autres mamans pour qu'elles puissent juste avoir une idée de ce qui peut se passer en fait. Parce que rares sont les personnes qui trouvent normal pour un bébé d'1 an de ne pas faire ses nuits. On a dans notre société l'habitude que les enfants fassent leur nuit quand même assez tôt parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont au biberon, soit dès le début, soit assez tôt. Et je pense que ce n'est pas comparable aux bébés qui sont allaités. Donc si vous faites un allaitement long et que vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas, commentez la vidéo. Si cette vidéo vous apprend des choses et peut vous être utile, mettez-moi mon petit pouce j'aime. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, donc c'est gratuit, je l'ai déjà dit, je le rappelle, abonnez-vous, vous aurez des petites notifications qui vous signalent les sorties de mes vidéos. Et je pense que je vais me caler sur un rythme de sortie de vidéos. Je vais essayer de me caler sur un rythme parce qu'à l'heure actuelle je suis à 2 vidéos par semaine. Donc ces 2 vidéos, je pense que je les ferai sortir le lundi à 8h30 le matin et le jeudi à 8h30 le matin. Voilà, je me suis dit ça un peu arbitrairement. Si vous avez d'autres préférences, eh ben, vous m'envoyez des messages privés, vous le dites en commentaire, comme vous préférez. N'hésitez pas à échanger avec moi, je suis toujours ouverte à la discussion. S'il y a des choses que j'ai dit qui vous paraissent être des bêtises, enfin qui n'étaient pas du tout similaires chez vous, eh bien vous y allez. Pareil, vous commentez, sachant que ce que j'ai dit, c'est voilà, c'est mon expérience, comme je l'ai déjà dit, donc forcément, c'est pas la même partout, mais ça peut être tout à fait complémentaire d'avoir un petit peu des retours si vous, c'était tout à fait différent. De toute façon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.